Alors pour le panel numéro 7, qui avait pour thème l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité, nous avions comme panélistes M. Malik Fall, DG de Polaris, M. Yaya Silla, PDG de SA Analytics, M. Cédric Manoir de la Banque mondiale et Mme Bogou Sacré, analyste en cyberintelligence. Monsieur Malik Fall, bonjour et merci d'être avec nous ce matin. Dans le cadre de ce deuxième panel, vous allez intervenir sur la question de l'intelligence artificielle au service de la cybersécurité. Mais avant, qui est Monsieur Malik Fall, très exactement? Donc bonjour à tout le monde, je m'appelle Malik Fall et je suis très honoré d'être là aujourd'hui pour participer à ce panel. Pour me présenter, c'est difficile de se présenter. Je suis donc un pur produit de la cybersécurité. J'ai eu une formation donc, en cryptologie, sécurité et codage de l'information il y a une vingtaine d'années. Et depuis cette formation, donc, j'exerce dans le domaine de la cybersécurité. J'ai fait une bonne partie de ma carrière en tant que salarié chez Orange au niveau corporate en France. Donc, en commençant par l'exploitation du réseau mobile comme expert sécurité, puis responsable sécurité du système d'information, avant de passer donc à l'audit interne donc, du groupe Orange, ce qui m'a permis donc de visiter et d'auditer une bonne partie donc, des filiales d'Orange, y compris Orange ici en Côte d'Ivoire pendant que j'étais salarié. Et mon dernier poste de salariat donc, était donc, expert principal chez Orange Cyberdéfense. Et après ce parcours, j'ai voulu donc entrer dans l'entrepreneuriat et j'ai créé un cabinet qui s'appelle Polaris Secure Technology, un cabinet de conseil spécialisé en cybersécurité qui me ressemble beaucoup. C'est un pur produit de la cybersécurité. On ne fait que de la cyber, rien d'autre. Donc, et parmi nos activités, on fait de l'audit, du conseil, de la formation et on fait de la cybersécurité managée avec un SOC qui est basé à Dakar. Nous sommes effectivement présents en Europe, donc plus précisément à Lyon, à Dakar, aujourd'hui en Afrique et la semaine prochaine, Inch'Allah, on sera aussi en Côte d'Ivoire parce que je suis venu également pour créer une filiale ici. Alors, chers amis, on va commencer. Je vais peut-être commencer par M. Malik Fall, qui était le premier sur le panel, pour qu'il nous donne un peu sa vision sur le rôle et le potentiel de l'intelligence artificielle dans la cybersécurité. Oui, merci beaucoup. Merci M. Dano donc, pour ce premier point. Effectivement, donc, la cybersécurité traite sur une partie, donc, sur un volet de la cybersécurité de la donnée. Et l'IA, le Big Data, donc, peuvent apporter donc, une facilitation et permettre donc, à la cybersécurité d'être beaucoup plus efficace, notamment dans la partie renseignement, dans la partie détection, dans la partie réponse à incidents, comme vous l'avez énuméré tout à l'heure. Effectivement, l'intelligence artificielle, la cybersécurité a commencé à en faire avant qu'on en arrive aujourd'hui au boom de l'IA qu'on a aujourd'hui. Donc depuis les années 80 déjà, on commençait à faire des alertes, à faire de la détection donc, à travers donc, les événements, les logs donc, de nos différents équipements. Et dans les années donc 2000, on a commencé effectivement à glisser un peu plus dans ce qu'on appelle le machine learning ou le deep learning, qui permet à travers effectivement donc, des analyses de comportement, d'apprentissage donc de comportement adéquat dans nos systèmes d'information, de pouvoir effectivement relever des problèmes, des potentielles attaques, des potentiels avec tous les équipements que nous connaissons, tout ce qui est IDS, tout ce qui est IPS, tout ce qui est la détection d'intrusions, la prévention des intrusions, les antivirus. Donc ces équipements-là, très tôt, ont commencé à avoir donc, une attitude, une posture d'IA. Ben, on ne l'appelait pas forcément IA parce que ce n'était pas le mot en vogue en ce moment-là, mais c'était en réalité donc, de l'IA. On faisait un apprentissage, donc des comportements adéquats, utiles, normaux donc dans un système d'information.
et on pouvait détecter et pouvoir corréler et répondre éventuellement donc, ou alerter à minima. Et aujourd'hui, les applications que l'on peut trouver à travers la cybersécurité donc, de l'intelligence artificielle, c'est de nous permettre d'aller plus loin, effectivement, dans la défense de nos systèmes, en utilisant ce qu'on appelle les threats intelligents, le renseignement. Les applications les plus avancées aujourd'hui de l'IA dans la cybersécurité sont autour du renseignement. Donc, comment on peut anticiper la connaissance des menaces de sorte à pouvoir réagir, à pouvoir donc être proactif face aux menaces qui pèsent sur nos systèmes d'information. Le CTA, donc le cyber threat intelligent permet effectivement de pouvoir faire cela. Et ça, on le retrouve dans les supervisions, donc tout ce qui est SOC, donc Cybersecurity Operations Center, avec les CIEM, avec les IDS, avec les IPS, avec les équipements de ce genre-là qui se nourrissent de renseignements pour pouvoir être le plus efficace possible face aux cybermenaces. Donc l'IA peut apporter effectivement donc, une grande contribution à l'efficacité et à l'efficience donc, des mesures de défense donc, de la cybersécurité. Voilà. Merci, cher ami. Merci. Je vais peut-être poursuivre avec M. Sylla sur quelques applications concrètes de l'IA. Merci beaucoup. Et donc, l'intelligence artificielle, c'est quelque chose, c'est pas nouveau. Et d'ailleurs, mon collègue qui est à côté l'a bien précisé. Donc, ce qu'il faudrait comprendre, je vais vous demander et je vais vous donner un exemple. Si vous recevez des mails et il y a des spams dedans, comment je vais enlever les spams pour dire spam, non spam et puis neutre. Là, on le fait grâce à des algorithmes. Je vais prendre un exemple d'algorithme de classification, on appelle, Naive Bayes par exemple. Et ces algorithmes, il y a plusieurs manières d'apprendre. Comme un enfant qui naît, on l'apprend doucement, doucement, il va à l'école, etc. Et donc, le mécanisme de l'IA, c'est la même chose. Plus il y a des données, plus j'apprends. Pourquoi dans le domaine de l'intelligence et de la cybersécurité, c'est intéressant? Donc, on essaie de capter tous les logs, toutes les traces. Et par rapport à ces traces, on met des algorithmes. Donc, pour continuer sur l'exemple que je donnais, sur la classification des spams, qu'on reçoit tous des spams. Hein. Donc, je prends un algorithme basique, vous allez sur Internet, vous allez trouver Naive Bayes, par exemple. Je prends cet algorithme Naive Bayes, qui fait partie de la famille des algorithmes de classification. Et ces algorithmes de classification, on les classifie aussi pour dire, ceux-là, ce sont des algorithmes que pour construire leur dictionnaire, afin de savoir si c'est spam, non spam, et neutre, donc il y a un dictionnaire. Mais manuellement, on prend quelques lignes, on dit ça là c'est spam, ça là c'est non spam. Et dans ça, ces algorithmes-là, on dit, ces algorithmes font partie des algorithmes qu'on dit supervisés, parce qu'on les supervise. Et en prenant ça, j'entraîne, et au fur et à mesure que les données, les logs viennent beaucoup, lui, il devient plus intelligent. Et sa capacité de pouvoir trier tout de suite, spam, non spam, il les met et on voit tout de suite un graphe. Et c'est du wow. C'est ça qui est intéressant, parce que l'être humain ne peut pas faire ça. Mais l'être humain a initié le tri dès le départ, c'est-à-dire le dictionnaire dès le départ, et construit ça. Donc nous, dans nos laboratoires, la majeure partie de ces algorithmes existent depuis longtemps, très très longtemps. Mais aujourd'hui, avec la puissance des machines, on arrive à les exécuter plus rapidement. Et donc, ces puissances de calcul, il y a les GPU qui sont là, qu'on utilise. Et vous pouvez, les jeunes étudiants, vous pouvez venir chez ça Analytics dans nos data centers. On va vous montrer les centres de calcul, comment est-ce que ça se fait. Et je serai là avec vous pour vous montrer directement la classification. Tout le monde peut utiliser ces algorithmes, les mettre en entrée et puis voir comment est-ce que ça marche. Pour cela, comment je fais? J'utilise ces algorithmes
pour identifier le comportement. Je vois par exemple que dans mon système, il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de se connecter au système comptable. Et subitement, pouf, on voit une connexion qui vient. Ah, ça là, c'est un problème. Donc, comme il y a des logs, mes algorithmes qui ont fait là montrent tout de suite l'alerte. Pour dire qu'il y a une alerte, il y a quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire ça, mais il a fait ça aujourd'hui. Donc tout de suite, on le met de côté. Mais lorsque si vous n'avez pas ce genre d'outils, on ne peut même pas mettre de côté. Donc il va prendre des lignes de factures et tout de suite, lui-même, il peut faire, vous allez voir, les conséquences sont énormes. Et il y a également, comme exemple que je peux vous donner, c'est la fraude au niveau mobile money, transactions financières. C'est quasiment le même mécanisme. Et donc, on accompagne, mais il faut détecter avant que la fraude ne se passe. Sinon, l'argent est parti. C'est des processus 0-1. Et donc, ce qui est passionnant aujourd'hui, l'intelligence artificielle, c'est un nom un peu marketing, mais c'est devenu un jeu que tout le monde peut faire pour appliquer, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité. Et je donne cet exemple. Au niveau, on utilise tous les réseaux sociaux. On utilise, vous voyez qu'on peut transformer la voix, on peut transformer les images. Et déjà, la conférence que nous sommes en train de donner aujourd'hui, ils peuvent transformer, vous allez voir Yaya Silla qui est en train de parler, mais c'est un autre message qu'il est en train de produire. Tout ça, c'est possible aujourd'hui via ceux qui se sont spécialisés dans tout ce qui est Natural Language Processing. Voilà, il est là. Et donc ça, c'est des compléments, on travaille ensemble, pour justement, avec des algorithmes également, au niveau LMP, pour que justement, ça puisse être transformé pour s'adapter à un langage particulier. Baoulé, Djoula, tout ça, c'est des progrès à faire, mais aujourd'hui, français, anglais, tout ça, là, c'est basique, ça est sur Internet. Hein? Et donc, justement, si on veut donner les exemples, il y aura plus d'exemples. Mais dit que ce que vous devez retenir au niveau de l'intelligence artificielle, ce sont des algorithmes qui nous permettent facilement de classifier. Ça là c'est bon, ça là c'est pas bon. Ou alors celui-là il fait ça, il ne fait pas ça, un comportement. Et à l'issue de ce comportement, amener la machine à travailler pour nous. Nous on dort tranquillement et lui il est en train de faire ses classifications, il enlève c'est pour cela c'est important d'avoir des SOC pour se prévenir, etc. Donc, basiquement, je ne vais pas rentrer dans la technique, j'explique comme cela. Mais si vous avez des questions plus tard, je pense qu'on aura ce plaisir, on est en train de s'amuser, hein, ce plaisir pour justement rentrer dans les détails. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Yaya. Alors, vous l'avez dit, aujourd'hui avec l'IA, on peut transformer beaucoup de choses, transformer la voix, transformer votre message. Alors, Cédric, qui s'est un peu spécialisé dans ces choses-là aussi, je vais peut-être lui demander de nous parler de quelques limites de l'IA par rapport en matière de cybersécurité. Est-ce qu'on peut explorer quelques limites? Quelles pourraient être quelques menaces, quelques limites de l'IA? Donc merci beaucoup pour la question. En fait, quand j'entendais M. Silla parler, il y a cette phrase, c'est vraiment pas pour faire un mauvais jeu de mots, hein. C'est que l'IA et la cybersécurité aujourd'hui sont un peu comme des sœurs jumelles. C'est-à-dire, aujourd'hui on parle de l'apport de l'IA pour la cybersécurité, mais ça relève aussi la question de l'apport de la cybersécurité à l'IA. Lorsqu'on parle de cybersécurité aujourd'hui, on parle beaucoup j'ai entendu beaucoup de fois log. Ce qui est intéressant, c'est que des logs, c'est essentiellement du texte. Donc des informations qui sont enregistrées pour marquer en fait les actions qui se passent sur un système d'information. Donc, moi de mon niveau, parce que c'est essentiellement le cœur de ce que je fais, lorsqu'une information est textuelle,
où elle est en langage, parce que le langage il peut être parlé comme écrit, il y a la possibilité de pouvoir utiliser des systèmes pour en fait extraire de l'information de ce texte-là. Donc il y a M. Silla qui parlait d'une connexion anormale sur le système. Aujourd'hui, on est capable de pouvoir identifier, mais comment est-ce que c'est... pour déjà donner un peu plus de détails, parce que je pense que c'est important, c'est que c'est des systèmes qui sont basés sur l'apprentissage avec des données. Donc, lorsqu'on parle de menaces, déjà, il y a le problème de... En fait, il faut que les données qu'on utilise pour l'apprentissage soient assez exhaustives pour ne pas faire de discrimination. Parce qu'essentiellement, il peut s'avérer que dans mon système, j'ai une nouvelle connexion. Mais par exemple, ça peut être un nouvel employé qui a été promu. Donc, j'ai des nouvelles attributions qui font que j'ai accès maintenant à une partie du système à laquelle je n'avais pas accès. Donc, comment est-ce que mon système qui a été défini sur un ensemble de données passées pour déjà identifier les connexions anormales puisse dire que c'est vrai que c'est une connexion anormale, mais compte tenu de l'environnement et que c'est un utilisateur qui est déjà dans le système et qui a déjà fait des actions, et parce qu'il y a des informations très récentes qui me disent qu'il a changé de service ou il a été promu, ce n'est pas vraiment une anomalie du sens de l'anomalie, mais c'est une activité qui est différente de la normale. Donc, dans ce cas-là, on parle maintenant de comment est-ce qu'on arrive à définir un ensemble de données qui n'a pas de biais. Donc, c'est un mot que vous allez beaucoup entendre, qui est que je veux pouvoir dire que je conçois un système qui est assez transparent sur ces activités de détection, de prévision. Parce que je pense qu'il y avait aussi ces projets-là qui étaient mis en œuvre dans la période du Covid, de pouvoir identifier les patients sains, malades, atteints du Covid par exemple. Il y a beaucoup de techniques qui sont mises en œuvre pour pouvoir distinguer qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, dans ce qui est détecté en fait comme patient atteint de la maladie. Donc, lorsqu'on parle de langage, et pour moi en fait c'est quand même assez intéressant aujourd'hui de pouvoir parler de ça parce que c'est plus facile pour moi de dire, tout le monde connaît ChatGPT, donc ce que je fais n'est plus vraiment un secret. La particularité en fait, et c'est quelque chose parce que j'ai essentiellement fait beaucoup de travaux. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé dans des laboratoires, mais moi je suis plus ingénieur, pas chercheur, publication et tout ça. Donc, il s'avère que lorsque, il y a 2 ans à peu près, mais c'était bien avant ça qu'on travaillait sur ces systèmes de traitement du langage. C'est juste que l'échelle n'était pas la même, parce que c'est vrai que moi j'ai parlé de l'université d'où je viens. Il y a très peu d'endroits dans le monde où on peut se permettre de faire ce type de recherche, par exemple, parce que ça coûte énormément d'argent. Mettre sur pied un système comme ChatGPT, qui est essentiellement 3 mois ou 6 mois de recherche, ça peut coûter à peu près 10 millions de dollars de recherche, de choses qui ne marchent pas, peut-être 1 mois de choses qui marchent, qu'on va publier, qui est un système qui est aujourd'hui utilisé. Donc, il y avait la question de savoir comment est-ce qu'on arrive à créer des systèmes de protection pour ces modèles-là. Parce qu'aujourd'hui, je pense que beaucoup de systèmes ont mis des verrous pour empêcher un certain type de questions. Mais il s'avère que au début, quand ChatGPT est sorti, ou quand les systèmes similaires sont sortis, on pouvait demander par exemple au système comment est-ce qu'on fabrique une bombe. Essentiellement, c'est des informations qui sont assez sensibles. Donc si je peux donner cette information-là à tout le monde, c'est assez critique. Aujourd'hui, si vous demandez directement à ChatGPT comment fabriquer une bombe, ce n'est pas très sûr que vous allez avoir la réponse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que le langage, c'est un outil qui est assez, on va dire, incorrect par moment. C'est-à-dire que je peux formuler la question de différentes manières pour avoir la réponse. Donc, il y avait un moment où on pouvait demander, par exemple, supposons que je suis un étudiant, je fais mon mémoire, je travaille sur comment est-ce que les terroristes fonctionnent dans leur processus de terrorisme, on va dire comme ça. Donc, ils fabriquent des bombes. Comment est-ce que quelqu'un qui est méchant peut fabriquer une bombe? Et vous pouvez par exemple avoir la même réponse que vous aurez eue en demandant directement comment fabriquer une bombe. Donc, il y a cette question de savoir comment arriver à créer un mécanisme de protection. Parce qu'en fait, là on parle de sécurité maintenant. Il y a aujourd'hui, quand on parle de sûreté des systèmes d'IA, il y a la question de red teaming, qui est vraiment essentiellement de la cybersécurité, mais qui fait partie intégrante aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le développement des systèmes d'IA. Aujourd'hui, pour déployer un système,
il y a un besoin réel de pouvoir faire du red teaming, qui est en fait de prendre des personnes qui sont assez calées en sécurité pour éprouver le système, en fait, poser toutes sortes de questions, faire en fait de la recherche vraiment très poussée pour identifier les possibles problèmes qui peuvent ressortir. Donc je pense que c'est un peu le genre de problèmes et de menaces qu'on peut avoir en fait avec les systèmes d'IA aujourd'hui. Merci, merci M. Cédric Manois. On va donner la parole à Mme Bogou. Vous êtes analyste et je souhaiterais qu'on voit avec vous l'automatisation et des réponses aux incidents grâce à l'IA. Comment l'IA, à votre avis, peut automatiser certaines tâches de cybersécurité pour aider les équipes de sécurité à se concentrer sur des incidents critiques, par exemple? À mon avis, l'IA a une grande capacité que l'œil humain n'a pas. L'IA est capable d'analyser, vas-y, 1 milliard de données, par exemple, en 1 heure. L'IA est capable de détecter des fautes, les faux positifs et donner la solution qu'il faut. Tandis que l'œil humain, il va voir les données, il peut omettre, ou bien la fatigue fait qu'il ne va pas bien voir la donnée, il ne pourra pas bien la traiter. Avec l'IA, les données sont traitées de manière rapide, sans sentiment. C'est juste l'homme qui est derrière qui prend les décisions. Donc l'IA aide le travail d'analyse, il amplifie notre travail. Oui. Voilà, je voulais compléter, vraiment c'est très bien ce qu'elle a dit. Et donc pour compléter ce qu'elle vient de dire, l'automatisation nous aide pour justement comprendre le système. Et comme elle a dit, la classification, quel est tout de suite le système qui est infecté pour pouvoir prendre une action, l'isoler, l'entreprise continue de fonctionner et après les techniciens viennent pour voir ce système qui a été identifié comme infecté ou probable infecté, mettre des actions afin de corriger ça. Donc l'automatisation est couplée directement avec les règles qu'on met en place, et ça c'est le travail des ingénieurs, pour justement connaître l'identité de chaque composant. Donc c'est pour cela dans l'entreprise, les équipes réseau, on donne comme c'est la route, l'adresse IP, tout le monde est familier avec ça aujourd'hui, l'adresse de chaque composant, où ça se trouve. Donc il y a une cartographie. En fonction de ça, l'IA recrute et prend les différentes données et puis essaie d'identifier, prévenir par rapport aux interactions qui se passent, par rapport aux différentes communications qui se passent entre les différentes machines, par rapport aux interactions également. Et par exemple, vous voyez, vous voulez imprimer des documents, vous prenez votre clé USB, vous mettez dans l'imprimante. Quelqu'un aurait mis un petit programme qui permet justement de se tendre sur toute l'entreprise et collecter même des informations et bloquer le système. Donc, si l'IA est là, qu'il est en place, il va détecter tout de suite que oui, il y a ce petit programme-là qui vient d'être mis tout de suite. On isole l'imprimante. C'est fini. Donc, vous voyez, c'est pour cela, au départ, lorsque j'ai commencé à parler, je vous ai fait une petite introduction des algorithmes de classification. Il y a plusieurs algorithmes. Hein. Et donc, c'est le travail, c'est ça l'IA. L'IA, c'est du marketing. On a toujours fait de l'IA. C'est ce qu'il faut comprendre. Okay. Voilà. Ok, merci M. Silla. Monsieur... Oui, merci Malik beaucoup. Fall, Merci, Dr Silla. Donc, c'est juste dans le sillage donc, de sa contribution. Donc, pour donner des exemples très concrets d'application de l'IA dans la réponse automatisée donc, aux incidents. On a connu l'antivirus. Hein. Nous tous, nous en avons entendu parler. L'antivirus qui fonctionnait historiquement
sur une base donc, de connaissance des menaces, donc des malwares détectés qui étaient stockés, hachés ou stockés donc, dans une base de données et qui pouvaient stocker en live donc, l'ensemble des programmes qui arrivent sur une machine et comparer avec cette base de données. Et dès qu'on trouvait donc, quelque chose qui semble correspondre à ce qui est stocké dans cette base de signature, donc on faisait une alerte. C'était un comportement qu'on pourrait qualifier d'intelligence artificielle. Et même les antivirus encore plus récents vont aller plus loin en faisant donc ce qu'on appelle de l'analyse heuristique. Donc l'analyse comportementale qui permet donc de pouvoir prévenir davantage et d'apprendre à travers donc le comportement d'un programme qui arrive sur la machine. Donc à travers son comportement pouvoir détecter et alerter ou bloquer donc ce programme-là. Donc c'est un comportement, c'est une attitude qu'on pourrait aussi qualifier d'intelligence artificielle. Mieux, il y a des équipements donc, pour en arriver. Effectivement, l'antivirus peut alerter seulement, peut agir. Donc ça veut dire aider les analystes, aider les acteurs de la sécurité à pouvoir bloquer un programme temporairement le temps qu'il puisse venir agir et comprendre ce qui s'est passé et repartir. D'autres équipements comme l'IPS, donc les IPS, donc Intrusion Prevention System, c'est exactement cela. Donc c'est de l'automatisation d'une réponse. C'est des machines qui vont faire du machine learning, c'est des équipements qui font du machine learning, qui apprennent donc dans un environnement bien spécifique les comportements adéquats à avoir dans cet environnement, ce qui est admissible, ce qui est accepté. Et tout ce qui sort de l'ordinaire, ils peuvent bloquer directement, ils répondent, ils n'attendent pas que le problème survienne dans l'infrastructure pour pouvoir essayer de comprendre et ainsi de suite. Donc il va réagir de façon directe. On l'a également donc, dans nos SOC. Hein. Le SOC, c'est principalement ça. Donc on va récolter un ensemble de logs, des vêtements. Donc ces logs et ces vêtements, on va les corréler. Et la corrélation va relever effectivement des alertes. Et ces alertes-là, avec ces alertes-là, on peut orchestrer une réponse automatisée, ce qu'on appelle le SOAR. C'est ce que donc, le professeur le disait tout à l'heure, effectivement, le SOAR, qui permet d'orchestrer des réponses automatisées qui permettent de pouvoir isoler un système au sein, donc, parce que le système présente une suspicion donc, de vulnérabilité, une suspicion de risque qui est déjà présent, un malware qui est là. Donc on va isoler le système en désactivant par exemple la carte réseau, de sorte à éviter que ce système-là puisse contaminer d'autres systèmes. Donc pour parler d'automatisation d'une réponse aux incidents, ce sont des applications qui sont très intéressantes aujourd'hui, qui sont faites avec effectivement de l'intelligence artificielle. Un dernier exemple, c'est ce qu'on appelle le DLP, Data Prevention Loss. Donc on a du marquage donc, de l'information avec des informations qu'on peut taguer de niveau sensible et avec lesquelles on peut mettre des alertes pour dire que ces informations, on ne doit pas les traiter d'une certaine façon. Et dès qu'il y a un traitement donc, qui n'est pas adéquat, donc soit le système bloque donc, le traitement, soit le système à minima alerte pour qu'on puisse s'interroger et savoir ce qui se passe et éviter du vol de données, par exemple, aux entreprises, des données qui peuvent être sensibles. Des applications concrètes donc, de l'IA dans le monde donc, de la cybersécurité. Ok, merci M. Malik Fall. Est-ce qu'il y a quand même quelques risques, même si, globalement, si c'est une bonne chose, est-ce qu'il y a des risques associés à cela? Pour moi, déjà, je pense qu'il y a un risque qui est évident, c'est que, essentiellement, lorsqu'on met en place des systèmes automatisés, c'est pour pouvoir, d'un côté, prendre des réponses, donc agir assez rapidement par rapport à l'éventualité de certains incidents. Mais il faut aussi se rendre compte du fait que c'est le cœur de métier de quelqu'un. C'est-à-dire on avait quelqu'un qui était chargé de faire cette activité, de répondre aux incidents lorsque ça survient. Donc on a déjà en fait, je pense que ça c'est un débat qui est toujours mis sur la table. Certains vont faire de beaux discours pour dire que l'IA n'est pas venue pour remplacer, mais pour aider de façon très claire. Si je peux faire tourner un système 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne prend pas de congé, qui ne va pas travailler en fonction des émotions, déjà en fait, pour moi j'ai un avantage en tant qu'entreprise. Mais la conséquence directe, c'est que les gens qui étaient censés faire ce travail-là n'auront plus le travail à faire de façon
directe. Pour moi, en fait, c'est pas vraiment quelque chose de mauvais en soi, dans la mesure où il y a aussi la question de se recentrer sur, en tant qu'humain, quels sont les travaux, quelles sont les tâches qui, entre griffes, nous glorifient. C'est-à-dire, est-ce que pour moi, c'est vrai que pour certains de mes promotionnaires ici, bon, plus jeunes, veiller 24 heures sur 24, peut-être c'est assez intéressant, mais ce n'est pas efficace. Parce qu'en tant qu'humain, en fait, la capacité est beaucoup plus utile dans la réflexion pour la résolution du problème que dans la robotisation et l'automatisation pour répondre à des tâches. Donc, il y a déjà un premier problème sur l'aspect des métiers qui vont tendre à changer parce qu'on aura peut-être un système où on avait toute une équipe de réponse qui aujourd'hui est remplacée par peut-être 2-3 personnes qui vont superviser un système automatisé. Le deuxième problème qui peut se poser, c'est en fait, je pense que c'est une continuité de ce que j'avais mentionné, qui est que définir un système en se basant sur des données historiques introduit la question de qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a des changements drastiques. Je pense qu'il y avait la question pendant le Covid où beaucoup de personnes se sont recentrées sur utiliser beaucoup plus les outils informatiques, par exemple, pour faire de la conférence, de la visioconférence et tout ça. Donc, il y a de l'activité qui est directement injectée dans le système. Donc, par exemple, on avait pour habitude de beaucoup plus utiliser nos salles de réunion en présentiel, mais on a un besoin réel qui est qu'on ne peut pas se retrouver aujourd'hui en physique pour faire une réunion. Donc, faire tourner des systèmes, par exemple, aujourd'hui, je pense que beaucoup de personnes ne le savent pas. Quand j'utilise Zoom, quand j'utilise Teams, ce n'est pas des applications qui tournent sur mes serveurs ici en Côte d'Ivoire. C'est des applications essentiellement, même si je les installe sur ma machine, mais j'utilise un réseau mondial. Donc, j'ai des applications, et encore plus même quand j'utilise la version cloud, c'est que c'est des systèmes qui sont aujourd'hui globalisés. Donc, on a aussi la question de comment est-ce qu'on arrive à sécuriser en fait ces communications-là. Parce qu'il y a un réel problème aujourd'hui, il y a beaucoup. Je pense que dans le cadre de nos activités, c'est un peu dans ce cas-là qu'on a à discuter avec M. Silla et beaucoup d'autres partenaires, qui est que beaucoup de pays aujourd'hui se penchent sur la question de la souveraineté numérique. Donc, comment est-ce qu'on arrive à se mettre à l'idée que nos systèmes aujourd'hui, si on veut penser souveraineté numérique en tant qu'hébergement de solutions locales, il faut avoir l'infrastructure. Donc, avoir l'infrastructure, je pense que ça a été mentionné ici que les compétences sont nécessaires pour déjà travailler sur maintenir l'infrastructure. Et c'est pareil que ce soit en cybersécurité ou en IA. Aujourd'hui, on a un réel besoin. Moi, je parlais du fait que j'ai fait mes classes ici. C'est vrai que je n'avais pas forcément besoin d'aller à l'étranger parce que j'ai appris l'IA ici. Je n'ai pas appris l'IA ailleurs. C'est quand j'étais ici à l'ESACI que j'ai commencé à apprendre. Donc, c'est des questions qui, essentiellement, se posent en termes de comment est-ce qu'on arrive même à capitaliser les ressources qu'on a aujourd'hui et à ne pas se retrouver dans un système où on a des personnes qui doivent travailler, mais le désir d'automatiser, en fait, pousse ces personnes-là vers d'autres services qui ne sont pas essentiellement ce pourquoi on les a définis. D'accord, merci Cédric. Donc pour la première question, je ne vais pas y revenir. M. Silla donc, a répondu donc, de façon très très pertinente. Je répondrai juste à la deuxième personne qui a posé la question, qui rejoint effectivement votre question de tout à l'heure, les risques autour de l'IA. Monsieur donc, est revenu tout à l'heure sur les risques de faux positifs, etc. Effectivement, et là où je rejoins un peu aussi mon collègue, les gens qui pensent que l'IA est là pour effectivement prendre le boulot à d'autres personnes, non, je ne suis pas d'accord sur ce principe. L'IA est là pour faciliter la vie à ceux qui font le job. Donc si aujourd'hui on veut traiter les logs de façon efficace et qu'on n'a pas donc un corrélateur de logs, des choses de ce genre, effectivement donc on ne peut pas être efficace parce qu'on ne peut pas regarder de façon exhaustive et efficace donc ces logs-là. Maintenant, les personnes qui doivent travailler donc, pour l'exploitation, la surveillance de ces logs sont toujours derrière pour apporter donc une analyse complémentaire humaine pour pouvoir trancher donc, sur justement ce qu'on appelle les faux positifs et les faux négatifs qui peuvent générer des risques d'indisponibilité des systèmes. Quand on a des systèmes qui sont automatisés, l'automatisation ne marche pas partout. Vous êtes dans l'industrie par exemple, vous mettez, l'industrie elle-même, elle est automatisée, mais des systèmes hors industriels qui s'automatisent pour bloquer des choses n'étaient pas du tout applicables dans le monde de l'industrie, au risque de pouvoir
freiner la production donc d'un système, ainsi de suite, et ce qui peut avoir un impact beaucoup plus grave que ce qu'on pensait protéger. Donc l'industrialisation et l'automatisation a forcément ses limites et son contexte dans lequel on doit l'appliquer. Le deuxième risque, pour revenir à la question donc, du monsieur, c'est véritablement ce qu'on a sur tous les systèmes. Tous les systèmes, généralement, ont été conçus de façon positive, avec une orientation positive, mais les hackers, généralement, l'utilisent de façon détournée. Donc, quand on a mis en place, par exemple, pour donner un exemple peut-être qui vous parle, Wireshark, qui est un outil qui permet de monitorer donc, un réseau et de savoir ce qui se passe dans le réseau, mais justement, c'était à bon escient pour que les gens puissent, l'administrateur réseau, puisse voir est-ce que les machines communiquent bien ou est-ce que les paquets se bloquent, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, les hackers utilisent de façon très détournée donc, cet outil pour capter donc, des informations sensibles et pouvoir les réutiliser. C'est exactement la même chose. Quand on fait de l'IA pour faire du renseignement, mais le renseignement, on peut l'orienter à bon escient, on peut l'enseigner à mauvais escient. Là où je peux collecter et avoir des renseignements sur des comportements inadéquats, je peux orienter mon renseignement pour aller collecter des données à caractère personnel, des numéros de carte bancaire, des codes par exemple de mobile money, des choses de ce genre pour pouvoir derrière peut-être l'utiliser contre donc, les utilisateurs de ces termes. Donc le système lui-même n'est pas bon ou mauvais, c'est l'utilisation qu'on fait du système qui peut le rendre bon ou mauvais. Okay? Donc ça peut former des experts qui agissent bien, ça peut former également des hackers, des mauvais hackers, parce que le hacker en soi n'est pas mauvais, parce qu'on en a beaucoup dans nos entreprises. Hein. Les pentesters, c'est des hackers, ainsi de suite, mais c'est des hackers éthiques, donc qui agissent en utilisant ces outils également à bon escient, mais d'autres aussi l'utiliseront donc à mauvais escient. Donc, voilà. Je pense que moi, je serai assez rapide. En fait, aujourd'hui, quand on parle de système qui peut être directement utilisé avec le langage, en fait, il y a tous les problèmes qui se posent. J'avais déjà parlé du fait que le langage est assez versatile, donc je peux formuler en fait la requête de manière très différente. Aujourd'hui, il y a des systèmes qu'on appelle des agents. Donc, ils sont essentiellement ce que vous avez aujourd'hui dans les modèles de langage comme ChatGPT, Claude et autres, en fait, qui peuvent aujourd'hui faire des actions. Je pense que c'était assez futuriste quand on entendait avoir des systèmes d'IA qui font des attaques et d'autres qui répondent. En fait, ça existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qui est dans l'avenir aujourd'hui. Il y a même des derniers travaux qui sont sortis sur le fait que je peux aujourd'hui en fait automatiser une tâche d'utilisation de mon ordinateur. Donc c'est vrai que c'est fait pour les ordinateurs MacBook, mais automatiser la tâche juste avec du texte. Donc écrire à mon ordinateur que je veux par exemple pouvoir ouvrir tel document sur mon ordinateur, faire telle tâche. Avant, on avait besoin de partir sur le site de l'entreprise pour le faire. Donc on a déjà ce problème-là. Le deuxième problème qui est que avec cette nouvelle entrée, aujourd'hui tout le monde peut être un hacker. On n'a pas besoin d'être spécialiste. Du moment où je peux manipuler le langage, que je peux écrire, aujourd'hui même avec la voix, je peux parler au système, ça ouvre toutes les portes. Je pense qu'en fait aujourd'hui on n'est plus dans le futurisme de dire que c'est des technologies qui sont devant, mais on est vraiment en plein dedans. Quoi. Ok, merci Cédric. Madame Bogou. Avec le machine learning et le deep learning, on peut tout apprendre. C'est-à-dire on peut apprendre le meilleur comme le pire. C'est pour cela qu'il faut mettre l'homme à la fin. L'IA va tout faire, mais celui qui va prendre la décision, c'est l'homme. Donc il faut que l'homme reste toujours à la prise de la décision. Merci. Okay. L'IA est capable d'analyser un trillion de données que l'œil humain ne peut pas. Donc avec l'IA, la cybersécurité est garantie. Merci Madame Bogou. Cédric Manois. Moi je pense que je vais aller assez rapidement. Aujourd'hui, il y a que l'IA est peut-être vue comme un sujet qui est très loin de l'ingénieur en cybersécurité aujourd'hui. Avec tout ce dont on a parlé aujourd'hui, on voit qu'en fait, il y a vraiment un avantage à avoir cette qualité d'ingénieur en cybersécurité avec des compétences réelles en fait en IA pour pouvoir en fait travailler de manière efficace. Donc c'est vraiment de trouver le moyen de pouvoir mutualiser les efforts dans ces deux domaines de compétences. Merci Cédric. Monsieur Silla. L'IA, pour justement être encore plus pertinent, je parle d'un IA, ou bien une IA pertinente. Donc il faudrait qu'on mette de plus en plus les données ensemble. Plus il y aura de données, plus l'IA serait très très pertinente.
Au niveau de la cyberdéfense adaptative, par exemple, qui existe déjà, donc vous voyez, c'est une évolution de l'IA, mais qui s'attend des règles. Si on accepte au niveau de la communauté économique ouest-africaine qu'on s'accorde à mettre les données logs, on ne parle même pas des données de transaction, on parle des données logs, regrouper ça ensemble, nous allons contrôler, pas l'Afrique, mais nous allons contrôler le monde. Et c'est ça, c'est votre travail, les jeunes qui sont là aujourd'hui. Merci, M. Silla. En tout cas, les applications les plus intéressantes de l'IA aujourd'hui dans le cadre de la cybersécurité et qui marchent véritablement et qui seraient très utiles pour le futur, c'est dans le cadre du renseignement. Encore une fois, l'enseignement sur les menaces, mais également dans le cadre donc, de la détection et de la réponse à l'incident. Donc de sorte à pouvoir protéger davantage donc, les entreprises. Et les institutions, donc les entreprises, peuvent l'utiliser de façon directe à travers donc, des SOC, par exemple, s'ils ont des SOC en interne ou s'ils travaillent avec d'autres SOC. Donc c'est l'apport considérable qu'on pourrait avoir dans ce sens-là et les équipements de défense. Et pour les régulateurs, par exemple, pourraient éventuellement aussi utiliser fortement donc, ces affaires-là, notamment donc, dans le cadre des CERT nationales ou dans le cadre des CICIRT, qui permettent de pouvoir communiquer les différents CERT, pour être bref. Merci, M. Fall.